Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien auprès à la réunion. Nouveau sujet, un sujet très important. Nous allons parler sur les douleurs pelviennes chroniques. Pourquoi elles surgissent, comment peut-on les détecter, comment peut-on les différencier. So keep watching et vous allez connaître beaucoup de belles choses. Alors, la principale erreur à ne pas commettre devant une symptomatologie, surtout tout au début, plus ou moins ancien et pouvant de ce fait avoir un retentissement psychologique, est de s'orienter trop rapidement vers une origine psychologique. Celle-ci doit toujours rester un diagnostic d'élimination. Eh bien oui, parce que à force que la parturiente va décrire sa douleur, eh ben, nous risquons de penser que c'est dans sa tête, alors que la douleur, elle est bel et bien présente dans son corps. Les grandes lignes de la conduite à tenir reposent sur, bien sûr, premièrement, c'est l'interrogatoire. Donc, périodicité de la douleur par rapport aux règles, évolutivité, position antalgique, efficacité des antalgiques, type de douleur, les facteurs déclenchants, quels sont les signes d'accompagnement, quels sont les antécédents de la parturiente et surtout son profil psychologique et socio-économique. Après, nous allons passer à un examen clinique très minutieux. Ensuite, l'évaluation de la douleur, elle va se faire par EVA, échelle visuelle analogique, ou EN, échelle numérique. Les examens complémentaires qu'on peut prescrire à la parturiente en fonction du contexte et des éléments d'orientation sont une FNS, bien sûr avec un taux de plaquettes bien défini, la CRP, dosage quantitatif des bêta-HCG plasmatiques, et bien sûr, sans oublier des échographies pelviennes. Et c'est ainsi qu'un traitement va se mettre en position selon l'orientation étiologique. Nous détectons deux types de douleurs pelviennes. Nous avons les douleurs pelviennes chroniques cycliques et des douleurs pelviennes chroniques non cycliques. Donc nous allons commencer par les douleurs pelviennes chroniques cycliques. Nous avons un syndrome intermenstruel, donc il survient vers le J14. La pesanteur pelvienne diffuse de courte durée, donc en général c'est une journée, pas plus de 24 heures. Parfois des métrorragies intermenstruelles. On peut avoir un petit gonflement abdominopelvien, les signes d'imprégnation oestrogénique et l'examen complémentaire sont inutiles, voire même l'échographie. La prise en charge symptomatique par un traitement antalgique. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome prémenstruel. Dans la deuxième phase du cycle, précédant les règles et la disparition avec l'apparition de celle-ci. On peut avoir des mastodynies, donc des petites douleurs au sein, des congestions pelviennes, irritabilité et anxiété, des céphalées, des migraines. Donc l'examen gynécologique, il est tout à fait normal. La prise en charge symptomatique, antalgique ou progestatif en deuxième partie du cycle, ou ozoprogestatif afin de régulariser le cycle et éventuellement d'assurer la contraception. Le troisième syndrome, c'est les dysménorrhées, algoménorrhées, donc primaire le plus souvent fonctionnel, hypercontractilité du myomètre, des troubles hormonaux, facteurs psychologiques très présents, l'examen gynécologique normal mais rechercher une malformation génitale responsable d'une rétention menstruelle. Donc soit c'est l'imperforation hyménéale, soit le diaphragme vaginal, soit l'hémivagin de Borgne, etc. Le traitement, c'est l'abstention ou ANS ou ozoprogestatif. Nous avons aussi des douleurs de l'endométriose, qui sont des douleurs très chroniques à recrudescence. Donc, le diagnostic, il est orienté par la clinique, donc des nodules de la cloison rétrovaginale, des ligaments utérosacrés tendus, voire nodulaires, et nous pouvons détecter aussi une masse latéro-utérine. Les examens complémentaires, bien sûr, le premier point, c'est l'échographie à la recherche de kystes axiales, évocateurs d'endométriose,
Et en deuxième position, c'est l'IRM en cas de forte suspicion clinique après échec d'un test thérapeutique. Donc la célioscopie à visée thérapeutique et non pas uniquement diagnostique. Le diagnostic d'endométriose et la topographie des lésions doivent être établis par la chirurgie. Sans oublier aussi l'adénomiose utérique. Il s'agit d'une maladie classiquement de la périménopause et diagnostic parfois très difficile. Donc nous avons des ménométrorragies et des dysménorrhées. L'utérus il est globuleux, mou, il est sensible. Donc les examens complémentaires, c'est l'échographie, les séroscopies, l'IRM. Donc le traitement en général, il est médical et chirurgical. Nous avons aussi des malformations utéro-vaginales, la sténose organique du col. Là, les douleurs elles sont croissantes pendant les règles et devenant aiguës à type de colique expulsif. Parmi les douleurs pelviennes chroniques non cycliques, nous avons les infections génitales chroniques, à la recherche des antécédents des gestes intra-utérins, à la recherche de salpingite, pesanteur pelvienne, les leucorrhées, les métrorragies, les différentes infections bactériennes, l'évolution marquée par des poussées subaiguës et fébriles. L'examen clinique, donc, c'est de rechercher la douleur à la mobilisation utérine. Et les examens complémentaires sont un syndrome inflammatoire biologique, prélèvement bactériologique vaginal afin, bien sûr, vaginal et de l'endocole, et avec recherche de chlamydia et neisseria. Donc l'échographie normale ou hydrosalpinx, abcès tubo-ovarien, bien sûr à la recherche d'un épanchement intrapéritonéal. Quant au traitement, ben, c'est le drainage sous contrôle radiologique, échographie ou scanner ou célioscopie avec drainage de l'abcès, voire salpingectomie ou annexectomie. Donc l'antibiothérapie probabiliste par voie IV, puis orale pendant 2 semaines, secondairement adaptée aux germes. Nous avons aussi des douleurs pelviennes chroniques non cycliques quand il s'agit de fibromes utérins, quand il s'agit de tumeurs ovariennes bénignes ou malignes, sans oublier quand il s'agit de malposition utérine. Elles sont douloureuses uniquement dans les deux cas. Soit on a une rétroversion utérine fixée par des adhérences comme l'endométriose, infection d'antécédents chirurgicaux, etc. Soit quand nous avons une rétrodéviation du syndrome de Master et Allen, donc notion d'accouchement traumatique. Des douleurs pelviennes, elles sont orthostatiques et exagérées à la fatigue. Donc, ils sont soulagés par du décubitus, des dyspanuries profondes. L'utérus rétroversé, il devient douloureux et très mobile. Et là, il s'agit de situations très rares. Les indications de traitement chirurgical vont rester exceptionnelles, voire discutables. Sans oublier que nous pouvons avoir des douleurs extragynécologiques comme des douleurs digestives. Ce sont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, des troubles du transit, des coliques fonctionnelles. On peut avoir aussi tout ce qui est urologique, comme la cystite chronique, des névralgies pudendales. C'est le diagnostic de syndrome canalaire du nerf pudendal, qui est un diagnostic avant tout clinique. Donc, il n'y a aucun marqueur clinique ou paraclinique spécifique pour ça, de cette pathologie. Un faisceau d'arguments permet cependant d'évoquer le diagnostic. Et aussi, nous avons des douleurs dites essentielles, sans substratum organique. Le diagnostic, c'est d'élimination à poser avec la plus grande prudence après un bilan complet et une nécessité d'une prise en charge psychologique. Voilà, voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Oui, j'ai pu résumer les différentes causes de mal et de malaise et de douleur chez une femme dans son utérus. Je vous dis, je vous revois dans une autre vidéo. Restez attentifs parce qu'il va y avoir des études de cas très, très, très intéressants. À très bientôt les filles.